Bonjour à tous et désolée de mon arrivée un peu tardive aujourd'hui. J'avais des occupations professionnelles toute la matinée qui m'ont bien occupée. Donc, comme convenu, nous allons parler un peu de cet outil Chromis mis en ligne depuis 2020, mais effectivement qui est un peu nouveau pour certains, qui ont quelques difficultés, quelques mises à point à faire. Donc, on a pensé qu'il était utile d'en discuter. Donc, ce qu'on vous propose de parler, c'est évidemment quelques rappels, hein, comme d'habitude, pour essayer de resituer l'objectif de cet outil fédéral. Comment exploiter les données de Chromis et quel est l'intérêt pour vous en tant qu'encadrant, formateur bio? Et puis, vous donner encore quelques ressources pour mieux comprendre le fonctionnement. Alors, les rappels, merci, voilà. Donc, je vous rappelle que c'est un carnet naturaliste. Vous avez deux carnets au niveau de la fédération, le carnet, on va appeler ça carnet standard, utilisé par tous les plongeurs, et un carnet de plongée naturaliste qui est utilisé principalement, et j'espère, par beaucoup de plongeurs et des plongeurs bio. Ces carnets de plongée Chromis, il est utile pour nos formations. Il est utilisé pour tous nos partenaires par de la Fédé. Il est utilisé évidemment par les comment on appelle ça, toutes les structures avec lesquelles nous avons une convention, les structures scientifiques. C'est un carnet naturaliste qui va développer l'observation, la comptabilité des espèces dans les eaux, entre guillemets, j'irais même pas dire française parce que ça vient de maintenant, il y en a un peu partout, des eaux dans lesquelles nous avons l'habitude de plonger. Je vous rappelle que Chromis fonctionne aussi en partenariat avec Doris. Les deux outils sont en relation très proche. Nous allons le voir dans l'intérêt de l'outil. Comment passer de Chromis à Doris, de Doris à Chromis. Voilà, donc ça, c'est un intérêt qui est très important pour les formations fédérales. Effectivement, Chromis aussi, c'est un outil qui va être utilisé et qui va être, comment dire, qui est utilisé et qui est validé. C'est-à-dire que tout ce qu'on marque dedans, c'est contrôlé, validé, survalidé. Enfin, c'est quelque chose qui doit être vraiment très professionnel, entre guillemets, pour nos partenaires scientifiques. On ne peut pas faire de l'à peu près. Donc, tout ce qui ne va pas, ça part. On l'enlève. Alors, ça, on en parlera après, Pascal, au moment de la discussion, d'accord? Alors, donc, évidemment, il y a toute une équipe autour de ça. Donc, au départ, il y a un chargé de mission qui va essayer d'animer cet outil. Évidemment, il ne peut pas travailler tout seul, donc nous avons nommé des correspondants qui vont diffuser l'information auprès des formateurs, auprès des plongeurs, pour que ce carnet soit utilisé au maximum. Vous avez des valideurs par zone géographie. Je crois qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, Olivier, on doit y en avoir 16, 15 ou 16. Oui, je crois que je n'ai pas le nombre exact, mais ça doit être de cet ordre-là. Voilà, qui sont experts d'une région. Donc, chaque valideur va avoir une zone géographique et ils vont valider les observations, surtout les photos, effectivement, qui vont valider les photos qui sont mises sur Chromis. Et puis, évidemment, il y a l'administrateur, les administrateurs, mais surtout l'administrateur qui gère les bases de données et qui va transférer toutes ces bases de données vers nos partenaires sous convention. Alors, bon, il y a un petit schéma que vous connaissez tous, hein, parce que c'est le schéma que nous avons mis en place depuis le début, hein, avec comment fonctionne Chromis par rapport au comité de directeur national. Hein, on est sous sa responsabilité. Il y a la CNEPS, hein, qui est notre structure fédérale, hein, qui va piloter
qui va être quand même responsable de tous les projets. Et dans la chargée, au niveau régionaux, nous aurons des correspondants qui, eux, sont en relation avec le chargé de mission national et qui informent les présidents de CREPS et les plongeurs de la région. Donc, à chaque fois que vous avez le premier relais d'information ou de transmission d'informations ou de transmission de questionnements, c'est vos correspondants régionaux. Voilà, et effectivement, en parallèle, vous avez les valideurs. Donc, vous avez le rôle de chacun, ce que je viens de vous dire, hein, le chargé de mission de Chromis, coordonné des départements, bon, je ne vais pas vous le dire, hein, mais qui est là pour piloter au niveau national. Il y a les correspondants régionaux qui ont un rôle très important, hein, qui va être la personne référente dans la région, qui va être là pour diffuser les informations, diffuser tout ce qui se passe. Les valideurs donc, que nous qui sont choisis en fonction de leurs compétences et de leur connaissance d'un bassin bien spécifique. Et les administrateurs qui gèrent toutes les bases de données, qui est en contact avec le fournisseur d'accès, qui est en relation avec... voilà, et qui met en place toutes les améliorations que vous demandez. Alors, l'équipe aujourd'hui, donc à ce jour et jusqu'à l'AG 2022, je suis encore chargée de mission, mais Olivier Bourreau, ici présent, a accepté de prendre ma place après l'AG du mois de fin avril. C'est bientôt, dans 3 semaines. Donc, merci Olivier, hein, qui sera votre référent national. Vous connaissez les administrateurs, Patrick et Jean-Sébastien. Et les contacts, vous avez les adresses là, donc vous aurez l'adresse sur les liens. Mais je crois que vous connaissez déjà pas mal de tout ça. Est-ce qu'il y a des questions précises sur cette partie que vous connaissez? Parce que moi, je n'ai pas accès aux questions. Olivier, tu veux intervenir là, non? Oui, je peux prendre la suite. Donc oui, ce qui est important de savoir à propos de Chromis, c'est que… Excuse-moi de t'interrompre, Jacques. Excuse-moi. Oui, excuse-moi. Il me semble qu'il y a un commentaire sur Internet peut-être qui est… Non, moi, je n'ai pas les discussions actuellement. Sur le chat, je veux dire. Oui. Il y a un commentaire sur… il y a Patrick qui a précisé que la présence théorique d'une espèce dans un bassin est aussi validée. Oui. Donc, la présentation de l'espèce au plongeur pour l'observation. Notez bien ça. Il y a peut-être une petite ambiguïté dans ce qui a été dit. Oui, pour être tout à fait exact, l'observation sans image n'est pas validée, hein, comme le dit Sylvain un peu plus haut dans les commentaires. On est parti du principe que si on pouvait s'assurer du fait que quand on présentait une espèce pour observation à un plongeur, cette espèce était théoriquement visible dans le bassin, et on s'appuie là-dessus sur Doris, il n'était pas nécessaire de revalider les observations simples. On ne validait que les observations avec image, de façon à être bien certain que l'identification était certaine. Voilà. Ouais, et si je peux apporter un petit complément à Patrick, du coup, ça veut dire que si vous avez une espèce qui n'est pas présente dans le bassin signalé sur Doris, ce qui peut arriver, elle pourrait être ajoutée sous vos présentations de photos justificatives. Je réponds peut-être à la question qui est apparue. Beaucoup d'espèces manquent même dans le niveau confirmé, pour le 12 surtout. Comment compléter Vous mettez vos photos en observation, vous les téléchargez sur le produit dans le 3e onglet, vous proposez un nom d'espèce en cochant la case « Espèce inconnue ». Vous mettez le nom latin scientifique que vous proposez, et c'est le valideur qui va le valider. Là, il fait la totalité de son job. Il va s'assurer qu'effectivement, c'est bien cette espèce-là. Et si c'est une espèce qui est jugée biologiquement intéressante, entre guillemets, elle sera envoyée automatiquement par le produit aux Doridiens qui ouvriront une fiche ou pas. D'accord ? Il n'y a pas encore longtemps, j'étais aux Caraïbes, on en a fait ouvrir avec Adrien, je crois, une douzaine là, dans le mois de mars.
en faisant exactement dans ce process. Donc, c'est les valideurs qui dialoguent avec les Doridiens. On a pratiqué de ces manières-là pour, par exemple, commencer la mer Rouge et mettre des espèces de mer Rouge au début. Une photo, un nom proposé, on voit ensuite à l'équipe Doris qui revérifie aussi et qui crée la fiche. Et pour l'instant, cette procédure nous paraît très bien. Bah, oui, parce que vous la vivez bien, vous n'êtes pas submergé et vous êtes certain de recevoir des choses qui sont déjà quand même bien nettoyées. Voilà, c'est important pour nous qu'il y ait un canal comme ça de vérification et pas 36 000 afférences de partout parce que c'est ingérable. Donc c'est bien, pour l'instant c'est bien, jusqu'à ce qu'on trouve une meilleure technique, c'est vraiment le meilleur truc qui est, c'est ça. Les valideurs, dès qu'ils ont une nouvelle espèce et qu'ils ont vérifié, ils transmettent à l'équipe Doris via le canal qu'ils ont. Et si besoin, nous on crée la fiche, on la met dans le bassin nécessaire, etc. Il n'y a pas de souci. Et depuis le début, si j'ai la bonne mémoire, on a dû créer environ 85 à 90 fiches par ce tuyau. C'est bien possible. Nous-mêmes, Caraïbes, beaucoup, mais aussi Méditerranée, eau douce, Manche, j'en ai vu passer de toute nature. Ouais. Alors, ce qui me surprend plus, c'est un commentaire que je vois sur le chat. Souvent, ces espèces sont dans Doris. Il y a un manque dans les liens. Non, ça c'est juste pas possible. On vérifie 2 fois par mois. Bah oui. C'est bizarre. Et je comprends pas la remarque d'ailleurs. À quel niveau on est? Parce que des fois, on se retrouve au niveau intermédiaire, alors que pour avoir la totalité des espèces, il faut être au niveau expert et c'est pas toujours forcément. On n'arrive pas toujours forcément à savoir si on est en intermédiaire ou en expert. C'est le nombre d'espèces qui se trouvent en haut affiché dans la saisie qui te le donne. Oui, mais ça, du coup, il faut, avant de dire que ça n'existe pas, il faut vérifier qu'on est bien dans le mode expert, sinon… Oui, tout à fait. Oui. Après ces discussions, je vais reprendre. Oui, donc, un élément important, c'est que une plongée, elle peut être saisie soit en standard, soit en chromis, mais qu'on peut passer maintenant d'un mode à l'autre en cours de saisie, en modifiant. Donc ça, c'est plus un problème. Un plongeur peut bien évidemment, dans son carnet, saisir alternativement les deux types de plongées. À chaque plongée, on peut saisir une richesse d'espèces variables. Il y a 5 niveaux pour le moment. Si Patrick ne me contredit pas, je pense que je vais contrôler l'autre jour, c'était ça. Et les observations et les images sont accessibles, bien évidemment. À partir du moment où on saisit des observations sur Chromis, ce seront accessibles par tous les plongeurs dans les onglets de recherche. Attends, excuse-moi. Donc, si j'ai bien compris, on peut passer du chromis bleu au chromis vert facilement? Oui. Non, le chromis bleu n'existe pas. Le chromis bleu, c'est le carnet standard. Donc, tu peux tout à fait avoir une plongée que tu avais saisie en bleu et que tu convertis en vert. Mais il faut convertir. Il faut convertir, mais c'est une petite modification à faire sur la plongée. Non, parce que je me suis fait avoir avec les différentes couleurs. Oui, mais on l'a tous fait au début. Aussi. Ok, ça va. Et puis donc, il ne faut pas oublier que, comme on a déjà dit, le carnet de plongée est une base d'informations importante pour notre tutelle, le ministère des Sports. Oui, ok. Merci. Alors, les chiffres. Au 31 mars, donc avant-hier, le dernier chiffre que m'a communiqué Patrick, on avait 693 plongeurs utilisateurs pour près de 60 000 observations au total. 68 000, donc quasiment 70 000, et quasiment 6 000 photos validées. Et le carnet de plongée standard, lui, en est à 2200 utilisateurs et 19 000 observations. Alors, les fonctions de Chromis, déjà un accès multiple, comme vous. J'imagine que parmi vous, que vous êtes tous déjà allés sur Chromis, vous avez peut-être pu vous rendre compte qu'on peut y accéder déjà depuis la page de la FED, ffssm.fr. Il y a un petit onglet Chromis by Subaqua en bas. On a la page de la Commission nationale. On peut y accéder par le carnet de plongée carnet.ffssm.fr en basculant justement sur une plongée Chromis alors qu'on s'est logué sur le carnet standard, puis bien évidemment Chromis. Et cette connexion, et j'insiste parce que ça vous permet, quand vous faites des ouvertures à des publics non plongeurs, non licenciés, elle est accessible à tous. J'ai fait le test récemment, ça crée un numéro, comme si on avait un numéro de licence, mais un numéro qui a un E devant, et qui permet à tout le monde d'accéder à Chromis, et donc de saisir des informations. Ça avait été une demande du ministère.
Voilà un petit peu la liste des fonctions. Hein, donc, ce qui est en rouge, c'est ce qui a été développé ou amélioré pour Chromis. Donc, la saisie de plongée avec la partie naturaliste et la partie enregistrement des photos et des vidéos. Mes plongées avec mon carnet qui est largement plus développé, qui permet d'exporter une version naturaliste. Puis les fonctions espèces, carte des espèces, quiz sur les espèces et photos sur lesquelles on reviendra. Et la validation des images qui concerne la partie les valideurs. Quand on a conçu le diaporama avec Daniel et Bruno, on s'est posé la question de se demander quel était l'intérêt pour vous d'utiliser Chromis et comment est-ce que vous pouvez exploiter les données assez simplement. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 5 fonctions, avec la 5e qui nous a été soufflée par Patrick, merci. Donc la consultation des espèces, la carte des espèces, le quiz, les photos Chromis, et puis on reviendra un tout petit peu sur les sciences participatives, parce que Chromis participe activement à des programmes de sciences participatives. Alors les espèces, bah, c'est à ce niveau-là, quand vous allez sur Chromis. Et vous pouvez simplement choisir, par exemple, une famille d'espèces, vous avez un centre de filtres, de zones géographiques, de niveau d'expertise qui vous permettent d'avoir une série d'espèces plus ou moins importantes. Alors, vous allez me dire, pourquoi consulter des espèces? Ben, plusieurs intérêts. La première, c'est quand on fait une présentation, par exemple, avoir la liste des espèces dans une zone géographique, avoir la liste des espèces présentes par taxon, avec des critères remarquables des niveaux d'expertise. Et puis, éventuellement, des espèces qui participent à des programmes de sciences participatives. Puis, un petit bonus qui montre le lien étroit entre Doris et Chromis, c'est que quand vous avez fini votre filtre et que vous avez les espèces, vous cliquez simplement sur la photo et vous arrivez sur la fiche Doris. Est-ce que vous utilisez, est-ce que vous trouvez que ça peut avoir un autre intérêt aussi de consulter ces espèces lors d'un stage, lors d'une formation, que ce soit plus interactif? Est-ce que vous l'utilisez tout bêtement, par exemple, vous êtes en formation bio niveau 1, vous mettez moi, je l'utilise comme ça de temps en temps, je me mets en intermédiaire ou même en débutant, et je dis, tiens, on va regarder dans tel bassin, quelle espèce de cnidaire peut-on voir, quoi. Ça peut être aussi une façon d'un apprentissage un peu ludique et pour pour vos stagiaires. Alors moi, j'ai essayé de l'utiliser pour faire un topo qui était très ciblé géographiquement et qui était très ciblé sur son objet puisque c'était la partie limace. Et j'ai eu un très gros problème, c'est qu'on ne peut pas descendre en dessous de mollusques. Ouais. Donc j'étais bien ciblée géographiquement, mais j'ai dû me taper tous les mollusques pour faire le tri à la main. Et ça, c'est pas terrible. Voilà, c'est juste pour dire qu'il y a malheureusement un trou dans la tête à ce niveau-là. Alors, je vais répondre assez rapidement. Pourquoi? Il a été décidé au début de ne pas introduire de taxonomie dans Chromis. On comptait utiliser celle de Doris. Et celle de Doris, elle n'est pas utilisable. Dans l'état actuel des choses, votre base n'est pas attaquable de façon à pouvoir la récupérer. Donc, je peux aller éventuellement la rechercher au muséum, mais c'est une très grosse modif, très lourde, très coûteuse. Après que tu m'en aies parlé au niveau de la saisie, mais de la consultation aussi, j'ai regardé ce que ça impliquerait. C'est vraiment lourd. C'est vraiment lourd. Parce qu'on ne peut pas non plus, au niveau de la taxonomie, s'arrêter à toujours au même niveau. C'est-à-dire, si tu prends par exemple la classe pour les mollusques, qui peut être satisfaisant, pour les arthropodes, ça ne marchera pas, parce que les gens vont me demander l'étage en dessous les crustacés. Donc, ce n'est pas fixe, ça doit être paramétrable. Et c'est ça qui rend les choses compliquées. Et oui, je comprends bien la difficulté. Le souci, c'est qu'effectivement, quand il y a 5000 espèces environ sur Chromis, quand on cherche vraiment quelque chose de précis, c'est terrible parce qu'on n'y arrive pas. Enfin, en tout cas, il y a une grosse partie à faire la main. Et du coup, je pense que ça va décourager beaucoup de gens. Enfin, décourager pour faire quoi? Enfin, oui.
Cette consultation, elle avait été faite dans un but pédagogique et pas un but scientifique, hein, du tout. Elle avait été faite comme ça à la demande du CDN à l'époque. Donc on l'a enrichi des critères, des caractéristiques remarquables pour que ça puisse justement aider à filtrer sur des critères compréhensibles pour à peu près chacun, ou pour des études. Mais redescendre dans la taxonomie, c'est introduire quelque chose que le commun des mortels ne connaît pas. Est-ce qu'on pourrait, excuse-moi, est-ce qu'on pourrait, une fois que, par exemple, on a tous nos mollusques, est-ce qu'on pourrait cocher uniquement ceux qui nous intéressent pour sortir une liste avec les images, enfin bon, quelque chose d'utilisable de ceux qui nous intéressent? Puisqu'on manifestement là, on en a beaucoup plus que quand on prépare un topo particulier, on se retrouve avec une maille qui n'est pas forcément la bonne. Oui, c'est forcément possible. C'est beaucoup plus simple que de le faire au niveau du filtre. Il faut gérer une zone au niveau de chaque affichage qui puisse être saisissable, la rebalayer et sélectionner à partir de ça. Ouais. Si c'est que pour ton utilisation, Véronique, tu peux te créer une plongée où tu mets tous tes mollusques dont tu as besoin, sans mettre de photos, mais tu mets toute la liste de mollusques dont tu as besoin, de limaces, et là, tu peux l'éditer après en PDF. C'est-à-dire, on va faire une plongée fictive? Oui, c'est ça. Ça ne serait pas la première, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui le font avec d'autres motivations. Véronique, oui, de toute façon, il faut faire le boulot de toute façon de tri dans Promis. Véronique, on verra, comme je l'ai vu hier soir, hein, donc les extractions que j'avais faites sur les opistobranches avaient été réalisées de la même façon. On en reparlera tout à l'heure sur les extractions. Donc j'ai fait une plongée virtuelle où j'ai mis tous les mollusques, j'ai sorti uniquement les opistobranches et j'en ai extrait les documents que je t'ai présentés hier. Donc c'est tout à fait faisable avec l'outil d'extraction que j'ai mis en place. D'accord, mais je n'avais pas compris que c'était une plongée virtuelle. C'est pour ça. Voilà. Maintenant, si c'est quelque chose qui est vraiment un peu lourd à faire à la main, je peux aussi le faire en SQL avec la base de Business Intelligence qu'on a construit avec une étudiante l'année dernière. Ça, c'est quelque chose en lien avec le MNHN, la base du MNHN qui est exportable et récupérable, que je sais faire. Oui, je pense que ça, c'est avoir toutes les billes pour ce genre de travail, ça nous intéresse, sera intéressant. Si tu ne m'en demandes pas 3 par jour, ça le fait. Non, quand même. Mais c'est quelque chose que je sais écrire, il n'y a pas de problème, j'en ai pour 1h30. Pour ceux qui ne sont pas informaticiens dans l'âme et qui n'étaient pas là à la présentation d'hier, c'est quoi cette histoire d'extraction? Il faut avoir une démo? On va avoir un petit peu plus loin, justement. Bruno va nous montrer tout ce qu'il arrive à faire. Et voilà, il a fait seulement un peu de teasing avant. D'accord, ok, ça marche. Là, on a dérapé un peu parce que la demande de Véronique était quand même très particulière. Oui. C'est généralement ce qu'on reçoit des partenaires scientifiques ou des gens avec qui on est en convention, qui, dans le cadre d'études, nous demandent des travaux spécifiques. Mais ils le font rarement, mais on sait le faire. On va continuer, si vous êtes d'accord. Donc, la carte des espèces, Bruno, ça va bientôt être à toi, justement. Donc, la carte des espèces, donc cette fonction-là, c'est ce qui nous permet d'une part d'avoir les espèces par lieu. Hein. Là, j'ai pris par exemple la zone de Brest, avec une évolution qui est relativement récente, qui permet d'avoir un cercle de diamètre variable, donc un nombre de sites de plongée de diamètre variable, et toujours les différents niveaux d'expertise. Donc, qui permet d'avoir aussi un nombre d'espèces cibles, avec possibilité de cocher les critères remarquables et ou les programmes particuliers, notamment de sciences participatives. Voilà ce que ça donne. Là, vous avez la liste des sites. Avec le nombre de plongées réalisées par site, ça montre les sites où il y a eu le plus de plongées qui ont été réalisées. Et on le verra un peu plus loin avec Bruno, mais ça permet aussi de savoir un petit peu dans vos zones à vous, les zones qui sont particulièrement plongées ou qui sont particulièrement recensées. Et puis après, la liste des espèces avec à nouveau des filtres et la possibilité de filtrer par embranchement. Et éventuellement pour un site donné en saisissant le site de la zone. Avec toujours le lien sur Doris, un clic sur l'image et on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec la fiche Doris à côté.
Et si vous cliquez sur le code INPN, vous allez sur la fiche du muséum. Pour les recherches par espèce, même principe. Donc, voilà, on arrive sur une première fiche avec quelques informations sur le bassin, le code INPN, les critères remarquables. Et puis des logos qui correspondent à des éléments particuliers, espèces sensibles, espèces incluses dans les programmes scientifiques. Et si vous avez en dessous, vous avez la carte des observations qui ont été réalisées. Avec des ronds qui changent de couleur en fonction du nombre d'observations. Oui, j'allais le dire. Et puis, donc après, les endroits où les espèces ont été observées avec le nombre d'observations. Et finalement, l'intérêt de vous pour tous, l'intérêt pour tous de ces éléments-là, déjà, c'est de préparer des sorties. Parce que, vous le savez tous, c'est plus simple de faire des observations quand on sait ce qu'on a une idée de ce qu'on peut observer. Ça peut aussi nous permettre de sortir des bases de données pour des présentations thématiques. Et puis, ça peut avoir un intérêt naturaliste, ça va nous montrer Bruno pour l'observation sur une zone, sur un groupe d'espèces. Est-ce que vous utilisez régulièrement cet outil ou pas du tout? Moi, oui. Moi, oui aussi. Voilà. Oui. Oui. Bon, Bruno, je te laisse prendre la suite. Écoute, on va prendre la suite. Je te fais défiler plus mon ordinateur si tu veux. Oui, vas-y. Donc, page suivante. Alors, on a commencé à travailler sur une réalisation d'extraction des données Chromis, donc à partir justement des sites de plongée. Dans quel but? Alors, premier but, c'était la communication, un outil de communication, parce qu'il fallait montrer un petit peu ce qu'était Chromis et attirer un petit peu les plongeurs à rentrer des données pour permettre de contribuer finalement aux sciences participatives et de partager leurs observations et que ça serve à tout le monde. Deuxième outil, c'est aussi un outil pédagogique et le troisième outil serait un outil de préparation de plongée. Passe à la suivante. Donc, à partir du lieu d'extraction, on va saisir un lieu et une zone. Donc là, on a pris sur l'Anse des Sablettes à 5 km, par exemple. Suivant. Et on va extraire les données qui sont en dessous, c'est-à-dire les sites de plongée et les espèces rencontrées sur ces sites de plongée. À partir de là, une fois que c'est passé dans ma moulinette, je vais extraire 3-4 fichiers. Un fichier sur les sites de plongée, un fichier sur le poster qui va réaliser on revient sur la première slide, s'il te plaît. Voilà, merci. Un poster qui va être réalisé sur les 18 espèces les plus souvent rencontrées. Un document pédagogique en A4 que vous pouvez imprimer, plastifier, emmener sur votre bateau, affichant toutes les espèces par ordre, par embranchement. Et vous voyez sur la partie gauche la réalisation du fichier d'espèces, de fiches immergeables en demi A4 que vous pouvez plastifier et emmener sous l'eau pour permettre de faire vos relevés et vous aider à identifier vos observations au fur et à mesure. Vas-y, plage suivante. Actuellement, sur l'ensemble des extractions, actuellement, on a 31 zones qui ont été extraites. Sur la partie Bretagne, Groix, Loudéac. Alors, Loudéac, c'est toute la partie Bretagne, puisqu'on a pris sur 200 km de rayon. Sur Groix, on a pris sur 20 km. Bon, je vous passe l'ensemble complet des zones qui sont extraites. Vous les verrez par la suite sur le PowerPoint que vous aurez à disposition. Sur la Méditerranée, il y a une douzaine de sites. Ça va grossir au fur et à mesure en fonction des demandes. Et on essaiera de les mettre à jour au fur et à mesure. Là, c'est celle du mois de février de cette année. Et on voit déjà entre celle de Marseille, entre le mois d'octobre l'année dernière et le mois de février, on a quasiment doublé les observations et les sites de plongée sur lesquels on a eu des observations.
Vous pouvez faire la demande de ces extractions, soit m'envoyer un mail directement et je vous enverrai un lien donc, de téléchargement sur Google Drive qui vous permettra donc de récupérer toutes ces données et vous permettre donc de les imprimer et de les utiliser à bon escient et les partager avec tous vos plongeurs. Suivant. Alors, je me suis amusé à faire des comparaisons sur justement toutes ces zones pour voir ce que c'était finalement au niveau total des espèces qui étaient rencontrées. Alors, finalement, on s'aperçoit sur plusieurs zones que sur la partie Bretagne, sur la partie marseillaise, et ainsi de suite, on a énormément d'espèces différentes qui ont été recensées dans ces zones-là. Suivant. Et là, on a un total des observations. C'est le nombre d'observations qui ont été réalisées dans les zones. Alors, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, sur la Guadeloupe, il y a énormément d'observations. Je pense que Patrick est pour quelque chose. Pas que moi, hein, pas que moi. Il y a pas mal de plongeurs conformes qui vont saisir. Tu as fait des émules dans le secteur parce qu'il y a énormément de retours sur la Guadeloupe et ça se voit rien que sur le graphe. Suivant. J'ai fait des extractions donc, en faisant un taux d'observation par plongée. On se rend compte finalement que dans une plongée, les gens ne ramènent que quelques observations à chaque plongée. C'est logique. Bon, à part la Guadeloupe qui nous fait à chaque fois sur des plongées quasiment des grosses observations. Et ça ne m'étonne pas non plus. Oui, parce qu'on applique un principe différent. Beaucoup de gens se disent quelque chose que je vois à chaque fois, ce n'est pas la peine que je le rentre à chaque fois. Or, ça rend les scientifiques incapables de juger des taux de fréquence de rencontre. Donc, il faut remplir à chaque fois tout ce qu'on voit. Donc, moi, mes plongeurs, ils remplissent plus de 100 observations à chaque coup. Et alors que quand on en rencontre 10 ou 15, on juge que c'est juste ce qui est exceptionnel. Non, il faut tout mettre. Effectivement. Donc, mais là, on le voit bien, le graphe le montre bien, mais ça va venir au fur et à mesure. Et on va voir qu'on a une petite difficulté sur la rentrée des données qui semble longue et on a peut-être quelques astuces à vous donner pour aller plus vite dans la rentrée des données d'observation. J'ai fait les mêmes extractions, mais cette fois-ci par espèce. Donc, ça nous donne un petit peu la même idée. Mais cette fois-ci, on va voir que globalement, effectivement, les poissons reviennent assez souvent. Suivant, sur les observations globales. Ah, on l'avait supprimé, effectivement. Un autre exemple là, donc sur les extractions, donc sur la partie méditerranéenne, voilà c'est les zones qui sont extraites actuellement, donc avec leurs rayons. Suivant. Un exemple sur une zone particulière, donc je pris donc, le cas de Villefranche, donc au 30 mars, donc sur un rayon de 10 km, on a 9 sites de plongée qui sont observés. 19 plongées qui ont été réalisées, 183 observations sur 102 espèces différentes. Et à partir de là, donc finalement, j'ai extrait qu'on s'appelle un poster qui peut être imprimé en A3 maximum, pour une raison donc, de définition. Le mieux, c'est de le plastifier. Vous pouvez donc le mettre sur votre club de plongée. Et bon, là, on ne le voit pas on ne voit pas correctement en bas de la photo, mais vous allez retrouver toutes les données, justement, donc du nombre de sites, le nombre de plongées, le nombre d'observations et le nombre d'espèces différentes. Et qu'on va pouvoir voir l'évolution au fur et à mesure, quand on refera une nouvelle extraction dans 6 mois, l'évolution donc de cette zone au fur et à mesure. Suivant. Et ce type de document avec les photos, c'est à toi qu'il faut le demander ? Oui, pour l'instant, ça passe par moi puisque c'est moi qui les extrais. Il y a 31 zones déjà donc, de fait, donc qui sont déjà utilisables. Ouais. Et après, ponctuellement, je peux faire donc, des extractions sur des zones particulières. Mais bon, en fonction donc, des demandes, je ne peux pas vous garantir pouvoir répondre à tout le monde s'il y a 500 demandes. Quoi. Oui, et la liste de ce qui est déjà disponible, tu nous diras où je l'ai présentée là tout à l'heure, vous l'aurez à disposition sur le PowerPoint et vous l'avez également sur le lien de téléchargement, donc vous le retrouvez également là-dedans. D'accord, ok, merci. Voilà un autre exemple. Bruno, excuse-moi, moi je ne comprends pas bien les pourcentages qu'il y a sur les photos, je m'étais posé la question justement avant. Oui. Comment c'est calculé? Parce que l'ensemble des photos, ça fait plus que 100%, donc comment c'est calculé? Alors, parce que là, tu n'as que 18 qu'on s'appelle
18 espèces représentées sur l'ensemble complet. Donc, le calcul est fait sur l'ensemble des observations par rapport quand ça s'appelle aux espèces. Pour compléter, oui, Caroline, c'est le pourcentage, le pourcentage d'observation de l'espèce. Tu fais une plongée, tu as 30, par exemple, pour le mérou, la mèche qui est affichée, tu as 30% de chance de le croiser. C'est par rapport à une plongée. Une fréquence. C'est une fréquence par rapport au nombre de plongées. Ce n'est pas une fréquence par rapport au nombre d'observations totales. Oui, d'accord, je me posais la question. Merci beaucoup. Voilà, je pense qu'on va passer à la suivante. On va arriver sur la fin déjà. On peut se permettre de commencer à faire justement des suites biodiversité sur des endroits particuliers par l'intermédiaire de ces extractions-là. On va faire un point zéro, par exemple, là, sur l'Anse des Sablettes au 29 mars suivant. Et on va pouvoir se rendre compte qu'on a tant d'espèces qui ont été observées, combien de fois elles ont été observées, et on verra au fur et à mesure des extractions, l'évolution, si on a complété un petit peu. Là, on s'aperçoit que sur l'Anse des Sablettes, on n'a que 121 espèces différentes, alors qu'en règle générale, sur la partie méditerranéenne, on est quasiment à 500 espèces différentes. Donc, il y a encore des espèces à découvrir dans cette zone-là, probablement, et ça va rentrer au fur et à mesure. Vous voyez qu'il n'y a pas encore assez de plongées et d'observations encore réalisées pour pouvoir compléter tous ces éléments-là. Vous avez un QR code tout en haut donc, de chaque diapositive. Ce QR code que vous retrouvez également sur les posters vous permettront d'accéder à un formulaire. Ce formulaire qui va permettre donc de vous enregistrer, ce qui vous permettra de demander soit des formations sur Chromis ou des informations sur Chromis sur lesquelles, si c'est sur la région sud sur laquelle je m'en occupe, je pourrai vous répondre. Si c'est sur une autre région, je rerouterai les éléments vers les correspondants adéquats en fonction de votre région. Sur ce formulaire, vous pouvez faire aussi une demande d'extraction sur une zone particulière ou avoir le lien pour récupérer donc déjà ces zones déjà faites à partir de cette partie-là. Voilà, donc ce que je te propose, Olivier, c'est qu'en fin de diaporama, pour éviter donc justement d'arrêter le diapo en cours de route, c'est que je reprendrai la main et présenterai les différentes diapositives, ou plutôt les différents PDF qui sont extraits, qui seront peut-être plus lisibles sur un exemple particulier. Eh bien, avec plaisir, Bruno, on te redonnera la main tout à la fin alors. Voilà, je te rends la main sur cette partie-là, à moins qu'il y ait des questions déjà sur cette partie. Bon, bah alors c'est bon, alors je te laisse continuer alors. Alors, je vais continuer. Donc, on va continuer sur les différentes fonctions, les différentes possibilités que nous offre Chromis, et en particulier le quiz des espèces. Le quiz des espèces, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà utilisé ou pas. Je vois des oui de la tête. Donc voilà, il se présente comme ça, mais toujours avec sur la même architecture, donc le niveau géographique, l'embranchement, le taxon, et puis le niveau d'expertise. Et puis après, on a une case commencer. Et ça nous ouvre quoi? Voilà, ça nous ouvre par exemple une photo. Et finalement, la question à se poser, c'est quel est cet animal? Quel est cet individu? Là, dans ce cadre-là, il y avait les filtres Atlantique Nord-Est, poisson et jeunes. Il y avait 64 espèces différentes qui étaient proposées. Finalement, après avoir réfléchi, on arrive à une fiche qui ressemble terriblement à la fiche que je vous ai montrée tout à l'heure sur les espèces, avec plusieurs possibilités. Soit je m'arrête, parce que j'en ai marre de faire le quiz, j'ai fait passer 5, 10, 15 photos. Soit je ne savais pas, auquel cas ça ne mettra pas de points. Soit j'ai trouvé, ça rajoute un point. Finalement, ça permet avant tout de faire de l'auto-formation. Alors voilà, la question à se poser, c'est pour nous en tant que formateurs, quand est-ce qu'on peut utiliser, dans quel cadre on peut utiliser ce quiz? Déjà, pour faire de l'auto-formation, comme j'ai prononcé le mot avant, l'auto-formation de manière ludique, parce que finalement, c'est assez sympa à faire, et puis ça permet toujours, en balayant des fiches comme ça, surtout de manière aléatoire, de se poser la question de savoir si on est au point, et puis quitte après à ce qu'on décide d'approfondir pour aller plus loin sur certaines espèces. Est-ce que tu pourrais remonter sur la page où il y avait la question, parce que voilà, la question. La question, c'est ça en fait. Il y a la photo qui s'affiche. Oui. Et finalement, la question qui n'est pas notée, c'est quelle est cette espèce?
Bah oui, mais comment tu fais pour répondre? Eh ben, tu vas à la page suivante et tu as la réponse. Chacun fait sa réponse personnelle et après vérifie s'il savait ou pas. Ah, donc il n'y a pas de question en fait. Non, il n'y a pas de question. Voilà, c'est de l'auto-formation. Hein. L'idée, c'est vraiment en auto-formation où on va le voir. Ça peut être aussi utilisé dans le cadre d'évaluation ou dans le cadre d'animations diverses. Ok. Voilà. Voilà, donc, et derrière, vous arrivez, une fois que vous avez fini, que vous avez dit je m'arrête, vous arrivez avec un score. Et pour les jeunes, possibilité de partager, ou les gens qui sont des amateurs des réseaux sociaux, possibilité de partager leur score sur Twitter ou sur Facebook. Hein. Mais finalement, l'intérêt de cet outil, c'est déjà de faire de l'auto-formation. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne reconnaît que ce qu'on a déjà vu. Ça permet d'une certaine manière de se former sur un taxon particulier, sur une zone géographique particulière. Ça peut être un outil pour faire des évaluations, pourquoi pas? C'est une question que je vous pose. Ça peut être, pour des bureaux 1, par exemple, sur une soirée, ça peut être un outil. Ça peut être aussi pour animer une soirée sans but de formation précise. Et puis, c'est aussi un outil qui peut être très, très ludique pour les jeunes. Dans le cadre de formation jeunes plongeurs, ça présente un intérêt. En plus, il y a un niveau d'expertise qui est un niveau jeune, donc qui est plus adapté à ce qu'ils ont l'habitude d'observer. Est-ce que vous utilisez régulièrement cet outil? Est-ce que vous avez l'occasion de l'utiliser dans ce cadre-là? Et surtout, est-ce que vous avez d'autres idées d'utilisation? Bon, si je n'ai pas de retour, je passe à la suite. Si, j'ai une remarque, dommage que ce soit un tirage aléatoire avec remise. Et c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs fois la photo. Mais ce n'est pas parce qu'on a 4 fois la photo qu'on aura 4 fois la bonne réponse. Si on fait ça en public. Mais alors, je peux m'expliquer là-dessus. C'est un défaut, entre guillemets, qui est lié au mode de programmation qui a été choisi par le programmeur pour choisir les photos à l'intérieur de la sélection. Et il se trouve que l'ordre SQL choisi ne s'est pas évité de reprendre parfois les mêmes. Si on voulait éviter ça, ça doublait le coût du développement. C'est pour ça qu'on est allé au plus court au départ. Oui, c'est bien comme ça, du coup. Oui. Je pense pas que ça perturbe grand monde de revoir 2 fois la photo. Bon, et puis ça se présente uniquement sur les groupes où il y a assez peu d'espèces, si on a des critères qui sont assez étroits, en fait. Oui, si tu fais les cténophores pour enfants, ça c'est sûr que là, ils vont revenir souvent. Voilà. Oui, ou les éponges d'eau douce. Donc, dernière fonction directement liée à Chromis, ce sont les photos. Alors, les photos, voilà comment ça se présente. Donc, possibilité de choisir sur différents critères, espèces, bassins. Vous n'êtes pas obligé de mettre vous n'êtes pas obligé de remplir les filtres. À vous de voir ce que vous... Il en faut au moins un. Ah, il en faut au moins un. Oui. Sinon, la liste est trop importante. Exactement. Mais ça vous permet de sélectionner les photos à différents niveaux selon vos souhaits, même avec des périodes d'observation. Et une fois que vous avez fait filtrer, vous arrivez à des listes de photos. Et finalement, ces photos, déjà, c'est des photos qui ont été validées pour un site donné. Donc, quand vous voulez faire un exposé, vous avez les photos d'une zone géographique bien précise. C'est des photos qui sont utilisables pour les formations fédérales au même titre que les photos de Doris, sous réserve qu'on garde le petit copyright en bas. Et puis, il a été demandé aux valideurs de refaire remonter les meilleures photos pour agrémenter la base Doris. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi sur la base des photos qui avaient été mises dans les relevés qu'on peut ouvrir de nouvelles fiches Doris. Est-ce que vous avez d'autres idées d'utilisation sur ces photos ou pas du tout? Puis je propose à Daniel de prendre la main pour finir. Donc, ces photos, ça peut être très utile. Moi, je trouve en formation avant un stage de plongée pour permettre aux stagiaires de voir un peu les espèces
d'appréhender un peu les espèces qu'ils vont voir dans leur stage. Moi, je l'utilise et ça leur plaît beaucoup. Alors ensuite, cet outil, qui a été au départ développé sous la responsabilité de notre tutelle a été aussi très utilisé pour toutes les sciences participatives. Alors, grâce à différents plongeurs, dans différentes régions, nous avons des programmes qui se sont mis en route, des programmes de sciences participatives. Alors, effectivement, le premier, ça a été Alien Corse, qui était même créé, je crois, même avant Chromis, hein, si je me souviens bien, Daniel, hein, ça fait déjà quelques années que Alien Corse existe. Donc, maintenant, ils utilisent Chromis. Après, il y a eu Alien Occitanie, Alien Grand Ouest, donc c'est rechercher les espèces qui arrivent dans ces zones, dans ces bassins. Et puis, donc, à la demande pour Refona, je ne me rappelle plus. Refona, je vais t'éclaircir tout de suite. C'est Refona, en fait, c'est chez moi, ça c'est un programme de recensement des huîtres plates à la base sur le bassin d'Arcachon, mais ça va probablement être étendu sur le parc des Pertuis charentais. Donc l'idée, c'est vraiment de voir où, dans les zones ostréicoles, où classiquement on trouve l'huître creuse, dans les zones où il reste encore des huîtres plates, et avec des huîtres plates isolées, des huîtres plates engroupées. C'est pour ça que Patrick parlait tout à l'heure de fiches qui n'étaient pas sur Doris, et ça en fait partie, parce que j'avais demandé de créer une fiche huître morte notamment. Et puis après, voilà. Pareil pour Fish and Click à Ifremer, donc les filets qui ont été rajoutés comme fiches, mais qui ne font pas partie effectivement de Doris. Donc c'est un programme de l'Ifremer, sur lequel nous avons demandé aux plongeurs de participer pour les engins de pêche qui traînent au fond un peu partout. Voilà, donc c'est très, très utilisé. Et puis, voilà. Ah, il y a encore un qui s'appelle Marinef à Saint-Malo. Tu notes quelque part, Pierre, Olivier, c'est Pierre, on t'écoute. Saint-Malo. Marinef. Marinef, c'est un programme du muséum dans son antenne qui se trouve à Dinard et qui surveille le peuplement progressif de récifs artificiels qui ont été immergés il y a quelque temps. Donc, vous voyez là un peu la richesse des sciences participatives à ce jour. Et merci Patrick, parce que là, à chaque fois, on lui demande à lui de créer tout ça. Et ça ne doit pas être évident, à mon avis. Et puis derrière, on lui demande des extractions Ah oui, à chaque fois, des extractions. Je pense, Patrick, tu as déjà fait 2 extractions pour le muséum ou une seule? Pour le muséum, une seule. Pour Fish and Click, 2. D'accord. Le muséum n'en veut que des annuels. Donc la prochaine sera en mai. D'accord. Bon. Okay. Moi, j'ai juste une question sur ces sciences participatives là. Bon, tout ce qui est alien et tout, c'est quand même important. Ça, c'est validé. Les informations qui remontent, elles sont validées par des photos, ou on peut dire j'ai vu ça et ça s'arrête, c'est validé quand même. Si je peux répondre peut-être là-dessus. Oui, vas-y, Parce que je dialogue avec le muséum. Alors, le muséum récolte tout. Ce qui est avec photo et ce qui est sans photo. Simplement, le nombre d'informations qu'on leur fournit n'est pas tout à fait le même et on leur donne un ensemble de critères sur qui a validé quoi, dans quelles circonstances, selon quel protocole, etc. Bon. Pour tout ce qui n'a pas de photo, c'est retraité par eux d'un point de vue statistique. C'est-à-dire qu'ils vont extraire systématiquement tout ce qui a été observé un tout petit nombre de fois dans une zone. Et ça va être comparé à leur connaissance de la présence de l'espèce dans cette zone. Si jamais ils estiment que cette zone, ils en sont sûrs, ne porte pas cette espèce, ils vont enlever l'observation purement et simplement. Si jamais ils estiment que par contre c'est probable, ça fait l'objet d'une étude particulière par des chargés de mission qui vont aller s'intéresser à ce qui peut être la première observation. Et ça, ils le font pour les quelques centaines de millions d'observations qu'ils reçoivent tous les ans
de tous les organismes qui leur en envoient. Le plus gros fournisseur de données, c'est la LPO, avec les oiseaux, qui d'ailleurs ne les fournit pas gratuitement, eux, ils les vendent. Mais il y a énormément d'associations comme ça, de groupements, d'organismes qui vont fournir des relevés d'observation de la vie sauvage, et le muséum va trier ça progressivement. Ils en ont tellement que pour traiter les nôtres, ils ont mis 5 mois. Ouais, mais je parlais justement par rapport à ces programmes aliens ou tout, c'est peut-être des premières observations en France. Alors, les aliens, là, c'est différent. Les aliens, quoi. ce n'est pas traité par eux, c'est traité à part. Donc, on fait des extractions séparées. Sur des beaucoup plus petits volumes. Si je prends l'exemple de RAGO, le réseau alien de Grand Ouest, sur lequel on fait les premiers essais aujourd'hui avec Pierre, aujourd'hui, j'ai 119 observations pour ce qui les concerne. D'accord. Mais pas forcément avec photo, du coup. Pas forcément avec photo. Par contre, dans le programme, la photo sera obligatoire. Et ce qu'on prévoit comme développement dans le produit, c'est que quand on saisira une photo d'une espèce qui aura été taguée comme étant intéressante pour un programme particulier, il s'ouvrira une petite fenêtre supplémentaire qui demandera un certain nombre de renseignements complémentaires, comme la taille, la densité, l'habitat, le nombre d'individus qu'on a rencontrés, etc. Bon, ça sera au choix des scientifiques qui suivent ça, mais on aura la capacité de le paramétrer. C'est le prochain développement qu'on a dans le tuyau. Daniel, tu continues? Oui, bah, enfin là, c'est... donc, vous avez à votre disposition différentes ressources pour mieux connaître et mieux, entre guillemets, dompter Chromis. Il y a d'énormes... donc déjà, il y a la page à propos de Chromis. Donc, ça vous explique les objectifs de Chromis. C'est directement accessible via l'adresse indiquée ici, mais sur Chromis FFSM. Ça permet comment on appelle ça, d'avoir un lien directement pour les clubs, pour renvoyer sur Chromis et essayer d'expliquer Chromis lors de vos formations. Ça vous fournit une page d'accueil, en fait. D'accueil, voilà, tout à fait. Je cherchais le terme. Voilà, donc c'est très intéressant pour les clubs. Ensuite, vous avez tous les tutos. Alors là, ils sont un peu impressionnants. Ils expliquent tout. Donc, n'hésitez pas à y aller. Hein. De les lire, de les relire, de les écouter surtout. Et donc, de les faire participer aussi, de les mettre de donner les liens à vos plongeurs. Voilà. Vous avez de la documentation. Donc, voilà, donc, que vous trouvez sur le site de la version de la Fédé. Donc, vous voyez, on en est à la version 8. Donc, ça veut dire que depuis, il y a eu beaucoup de mises à jour, de progrès, de travail qui a été fait sur Chromis depuis, vous voyez, en espace de 1 an et 18 mois. C'est énorme. Évidemment, il y a la documentation pour les valideurs. J'ai vu tout à l'heure passer une question et à laquelle je vous laisse répondre. Les valideurs, qui peut devenir valideur et comment peut-on devenir valideur? Je rebondis parce que je le vois là. Il n'y a pas d'examen. Je m'en doutais un peu. Donc, c'est quelqu'un qui se propose en tant que... Donc, je suppose que c'est quelqu'un qui se propose et qui... vu ses connaissances du bassin dans lequel il plonge. Voilà. C'est quelqu'un qui se propose ou c'était un peu un rôle des correspondants régionaux d'identifier les valideurs potentiels, parce que je pense que des gens qui vont se proposer, automatiquement, on ne va pas en avoir beaucoup. C'est surtout, voilà, c'est surtout aux correspondants régionaux d'essayer d'identifier des valideurs potentiels qui pourront nous compléter le pool des validants. Mon entrepreneur pour l'Atlantique, la Manche, les eaux chaudes. Oui. Moi-même, valideur, on m'a un petit peu forcé la main, quoi. Mais tu le fais avec plaisir, Bernie, c'est ça qui est bien. Voilà.
Donc, ça veut dire que s'il y a des correspondants là, régionaux qui nous écoutent, là, si vous avez autour de vous des plongeurs, voilà. Ah, ben voilà, il y en a un qui se propose. Qu'il y ait des plongeurs qui, vous voyez, qui connaissent bien un bassin, bah, proposez le nom. Et puis après, ce qu'on avait dit lors de la dernière réunion des valideurs, c'est que même si vous ne vous sentez pas de balayer toute la façade atlantique, on est preneur pour des gens qui finalement, après, c'est votre responsabilité, mais vous ne validerez que la zone qui vous concerne. Moi, je reçois actuellement des validations à faire sur l'Atlantique centrale et je n'y vais pas du tout. Hein. Je reste sur l'Atlantique métropolitaine. Oui, ne perdez pas le volontaire, mais il faut qu'il laisse son mail. Hein. Oui, oui. C'est bon, je l'ai. T'es en Savoie, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ah ouais. Surtout pas, surtout pas. C'est une denrée précieuse. Eh ben, dernièrement, moi, je valide surtout des photos de Belgique, hein, carrière en Belgique. Ah bah, photo de la Belge, alors. Non, je ne savais pas que tu étais parti en Belgique, Vernie. Ah, moi, je ne suis pas partie en Belgique, hein, mais je valide quand même des photos enfin, je peux valider certaines photos quand même. Même si je m'étonne que le barbeau ce soit dans une carrière, on me répond il a été introduit. Donc je pose des questions pour valider. J'aurais été comme toi, je me serais dit tiens, le barbeau en carrière. Alors, voilà. Alors donc là, on propose donc un trophée, le trophée Chromis, pour le 500e participant et l'auteur de la 70e 1000 observations. Donc voilà, alors donc ça va être rapide parce que on en est déjà à 693, donc il ne reste plus que 7 participants. Allez vite à vos plongées. Donc vous allez recevoir un abonnement de 1 an à Subaquois et de la 70e 1000 aussi. Pascal, d'accord. Donc voilà, on en est à 68 532e observation, ce qui est énorme. La faute. Observation. Donc voilà, donc transmettez l'information à vos plongeurs. Je vais repasser la main à Bruno qui voulait nous montrer quelques éléments complémentaires. Bah, écoute, je vais arrêter mon je vais essayer de voir si je peux partager donc les documents. Je vais arrêter mon partage. Ouais. Voilà, comme ça tu devrais pouvoir. Alors, je regarde où j'en suis. Je partage. Est-ce que ça marche? Oui. Oui, c'est parti. Ouais. Ok. Donc là, voilà, donc un premier document donc sur hier. Donc là, vous voyez donc là, quand ça s'appelle l'affiche qui a été éditée au 10 février, autour d'hier sur un rayon de 50 km. Et donc, si vous voulez, je grossisse un peu plus les éléments. On va voir donc un classement donc, des 18 espèces les plus souvent rencontrées. Hein, donc ça, c'est la vue du plongeur. On va retrouver tout en bas donc, les éléments. Donc, là, à ce moment-là, il y avait 99 sites sur une profondeur moyenne de 32 mètres maximum, 507 plongées, 3187 observations, 279 espèces différentes. Donc, ce qui permet donc d'afficher ces éléments-là. Si vous cliquez sur le flashcode, le QR code, vous accédez donc au formulaire d'inscription ou de demande de formation. De la même façon, on va voir sur les fiches, donc je dirais pédagogiques, entre guillemets, que vous pouvez imprimer, emmener en document sur votre bateau. Si on est en version PDF avec l'ordinateur, vous accédez donc à Doris. J'ai été un peu vite là, vous n'allez pas le voir. Je reviens, donc on a accès donc, directement à Doris, donc en cliquant sur l'image, de la même façon. Donc un classement par ordre des embranchements et des espèces les plus souvent rencontrées. Allez, je vais un peu plus vite sur les éléments. Et le dernier élément, donc les fameuses fiches immergeables. Donc c'est du demi A4 donc, qui est formaté pour être plastifié.
Vous avez vu donc la photo dans le début donc, du diaporama. Une fois qu'elles sont plastifiées, vous rayez les parties blanches avec un crayon fibre de verre. Ça vous permet donc d'écrire et de cocher vos observations au fur et à mesure. Donc, fiche à découper et à plastifier. Donc, il y en a 6 maximum, donc ça fait 3 fiches recto-verso, 90 espèces, c'est largement suffisant pour emmener sous l'eau et cocher vos éléments. Donc, d'un point de vue formation, d'un point de vue guide de palanquet, ces éléments-là sont vraiment intéressants à être utilisés. Et dernier point, c'est l'extraction donc des sites de plongée qui vont être classés par ordre latitude-longitude pour permettre d'avoir un calcul interdistance entre les différents sites de plongée d'une part, les positions GPS en degrés décimaux et en degrés minutes et secondes, et également un détail des habitats par site de plongée. Bon, voilà, je ne vais pas faire plus long. Je vais essayer de récupérer l'arrêt du partage, à moins que vous ayez des questions tout de suite sur les différents éléments. Pas de questions? En tout cas, c'est super, bien pratique pour utiliser avant sortie, pendant sortie. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça, donc, tout au début, donc, je vais réaliser ces posters pour une histoire donc, de communication, pour essayer donc, vraiment donc, de fixer les idées. Et puis, au fur et à mesure, je suis arrivé donc, sur les différentes espèces, complètement en fiche PEDA, et ensuite, pourquoi pas les emmener sous l'eau, donc finalement faire des fiches immergeables. Donc, finalement, on a tout ce qu'il faut pour permettre donc, de communiquer, pour former, aider les guides de palanquet, les formateurs bio dans leur stage. Je pense qu'on a le moyen de commencer à utiliser nos données d'observation, de partage d'informations, donc de toutes nos observations. Je pense que là, Chromis commence à montrer son intérêt. Alors moi, j'ai remarqué aussi, parce qu'on n'a pas eu de chance avec Chromis, comme tu dis, c'est que on a lancé Chromis en pleine période de Covid, donc évidemment, en faire la promotion a été difficile. La phase de croissance un petit peu difficile au départ. Mais je vois que les derniers graphes et les derniers chiffres qu'a sorti Patrick montrent que là, on est en train de sortir et ça se voit très nettement. Il y a une montée, il y a une inflexion là, de montée significative. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Et Patrick, est-ce que tu comptais dire quelque chose sur la newsletter que tu viens de créer? Non, juste pour signaler que si vous êtes utilisateur de Chromis, vous avez reçu ou allez recevoir dans les 2 jours qui viennent une première newsletter qui va devenir, je ne sais pas à quel rythme, mensuel ou bimestriel, de façon à vous garder informé sur les évolutions du produit, sur les utilisations du produit par des partenaires, sur un certain nombre de choses qui tournent autour. Voilà. Cette newsletter, on n'avait pas l'autorisation de la faire pour l'instant. C'est pour ça qu'on a tardé un peu à la lancer. Maintenant, la Fédé nous a donné le feu vert en termes de RGPD, donc règlement, vous savez, pour la gestion des data personnelles. Donc, on peut maintenant y aller, c'est ce qu'on fait. Elle est arrivée déjà. Hein. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez vous désabonner. C'est automatique. J'ai reçu aussi. J'ai reçu aussi. Il y en a 400 qui l'ont reçu et il y en a 280 qui ne l'ont toujours pas reçu. Ouais. Sachant qu'on a chacun nos réseaux et qu'on peut aussi forwarder l'info, ça peut attirer d'autres personnes à venir utiliser Chromis. Moi, je l'ai fait dans mon club déjà pour commencer auprès des formateurs bio et des encadrants pour les inciter à venir utiliser Chromis. Donc là, je voudrais être sûre d'avoir bien tout compris. Là, je viens d'aller faire une sélection. Je suis allée voir ce qu'il y avait, par exemple, sur un site de plongée où je vais souvent. Alors, sélectionner un site, j'ai sélectionné mon site, mais je n'ai pas de confirmation si je suis bien dessus. Je n'ai peut-être pas tout compris. Hein. Je suis en train de chercher à comprendre. Je suis allée dans carte des espèces. Tu ne peux pas sélectionner un site, tu sélectionnes un lieu.
Un lieu, c'est un nom de ville, c'est un nom de lieu dit, c'est quelque chose comme ça. Quand il y a marqué liste des espèces, là, je suis sur la page recherche par lieu et par espèce. OK. Donc, j'ai les listes des lieux et dans mon lieu, j'en ai un qui m'intéresse. Eh ben, tu sélectionnes en dessous les lieux, tu as une autre série de filtres et tu peux choisir ton site. Oui, donc ça, c'est ce que j'ai fait. Ben voilà. C'est celui qui s'affiche dans la fenêtre, donc c'est ta confirmation. Il ne reste pas. Hein? Il reste pas. Est-ce que je peux éventuellement partager mon écran pour que je comprenne? Affirmatif, je suis d'accord. Effectivement, une fois que tu as fait tu as sélectionné ta zone et que tu descends pour sélectionner ton site, oui. Il ne se réaffiche pas. C'est-à-dire si on a parlé d'autre chose, on revient dessus, on ne sait plus sur quoi on est. Oui. Parce que là, je suis descendue, je suis allée sélectionner un site pour chercher mon site. Si tu peux partager, ça serait plus pratique, franchement. Ouais. Alors, hop, écran partagé. Profite pendant que tu fais ça. Est-ce que Christian Bergman... Parce que des bugs, il en reste, hein, donc je suis toujours preneur. Non, mais c'est peut-être pas un bug, c'est juste que je voudrais savoir. Oui, il en reste encore, t'inquiète pas. Donc, je suis là. Hop, voilà. Donc, j'ai choisi, je suis ici, je descends et... Oui, on voit rien. Hein. Tu le partages pas, là. Ah oui, non, c'est parce que partager, voilà, je suis allée au bout. Merci. Voilà, normalement, ça devrait le faire. Voilà. Ouais. Bon, ok. Donc, je suis là, recherche par site, ok. Ce qui m'intéresse, c'est lui. Tu descends. Donc, je descends. Oui. Voilà, hop, et là, je cherche Anse du Petit Nice. Ok. Tu attends. Valide. Voilà. Non, tu valides rien, il se réaffiche tout seul. Oui, enfin, ma page s'est validée toute seule. Donc, je suis remontée tout en haut, je redescends. Oui, c'est obligatoire parce qu'il rafraîchit. Ok, et là, est-ce que je suis sur l'Anse du Ah, tu vois plus le site, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, alors tu y es, c'est clair. Clique dans ta zone, s'il te plaît. Non, sélectionnez un site. Clique dedans. Toi, il te le remet en tête. Il est en haut de liste. Donc, il est en haut de liste, ça veut dire que j'y suis. Oui, mais en l'occurrence, c'est un défaut. Il devrait rester apparu. Donc, je vais le noter. D'accord. Et donc, à partir de là, si je veux faire une extraction, je te le demande, Bruno, c'est ça? Par exemple. Oui, tout à fait. Donc là, tu peux me demander une extraction sur un site particulier. Oui, tout à fait. Tu peux très bien me le demander. Ok, donc c'est à partir de là que je peux te faire une demande pour avoir une extraction. Mais je dirais, dans la mesure aujourd'hui, sur un site, c'est pas remarquable. On n'a pas encore assez de données. Il vaut mieux travailler sur une zone. Donc, tu me donnes la zone centrale, tu me donnes le rayon et c'est tout. Et je t'extrais le reste. D'accord, ok, ça marche. Tu peux réduire le rayon jusqu'à très peu, hein, donc. Tout à fait. Oui, je comprends que ce n'est pas forcément intéressant sur un site particulier, mais voilà, je peux partir de ce rayon-là. Le rayon, tu le règles en bas, tu peux mettre jusqu'à 1 km, c'est très faible. Okay. Effectivement, on l'a fait jusqu'à un site particulier. Oui, ça marche, hein, j'y arrive. Hein. D'accord, ok, ça marche. Je voulais juste. J'ai bien. Sylvie, pendant que tu as ton partage d'écran, j'en profite pour redescendre encore une fois sur tout en bas au niveau des espèces, montrer à Patrick également que la difficulté des filtres, vas-y, à gauche, le filtre. Ah non, je sais qu'il est pourri. Oui, je sais qu'il est pourri. Voilà, parce qu'à chaque fois que tu vas en décocher un, il va réafficher. Voilà, c'est-à-dire qu'on devrait avoir simplement un par défaut qui c'est tout. Ou rien, et puis après recocher au fur et à mesure qu'on a besoin. Oui, ça fait 2 ans que je me bats avec le fournisseur. Oui, mais je me doute, je sais qu'on en avait parlé plusieurs fois. Déjà, j'avais refusé la réception à cause de ça, et ils m'ont forcé la main, mais ce n'est pas le fournisseur qui me l'a forcé, c'est Marseille. Et parce qu'ils s'en foutaient, ils disaient que c'était un détail, et puis finalement, aujourd'hui, ça emmerde tout le monde. Et malheureusement, la modif vaut ce qu'elle vaut, donc elle passe toujours en priorité inférieure, malheureusement. Ou alors, il y a toujours des choses plus urgentes à faire. Mais c'est particulièrement pénible d'avoir à réafficher à chaque coup. Ça, je le sais depuis le début. Moi, j'ai plus cette difficulté puisque je récupère tout et je filtre après. Non, tu travailles de ton côté, oui, bien sûr. Voilà, tout à fait. Mais d'un point de vue application, c'est une aberration de programmation. Ok, ça va. Allez, j'arrête. En tant que gardien du temps, merci. Je vous invite à échanger, si vous voulez, pour le chat sur certaines questions.